Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Nice pour rencontrer un homme formidable qui a eu un parcours extraordinaire. Il s'appelle Martial. Je vous laisse découvrir le personnage haut en couleur. Martial Zaquin, 77 ans, et papa de 4 filles. Oui. Voilà, et content de te voir, content de voir ta femme, content de vous voir tous, voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est très gentil de nous accueillir chez vous. Tout ceci pour Vimeo et pour Canal D. On va commencer par le début. Mais avant de parler du début, vous allez un petit peu nous raconter votre parcours professionnel. Oui. Alors j'ai commencé à travailler en porte-à-porte à Paris, et j'ai écouté mon père m'a dit il faut que tu rentres dans la restauration. Je suis rentré dans la restauration, j'ai commencé comme commis débarrasseur, commis de suite, demi-chef de rang, maître d'hôtel. Après mon père il a pris un bar, un restaurant, et je suis rentré à travailler avec lui. On travaillait très bien, on avait les Mercedes, les Rolls qui venaient s'arrêter devant notre restaurant, tout le monde. Parce qu'on avait une cuisine qui était très bien. Un jour le chef n'est pas arrivé, mon père m'a dit on ferme, j'ai dit non. Je suis rentré en cuisine, j'ai fait 80 couverts. Et les clients ont dit à mon père, vous avez changé de cuisinier, celui-là il est meilleur. Vous aviez quel âge? Oh, j'avais 23 ans, 24 ans. Déjà, ouais. La consécration. Ouais. Formidable. Et donc, après, je suis rentré dans la marine marchande. J'ai fait le tour du monde 2 ou 3 fois. J'ai fait toute l'Afrique. J'ai été à Madagascar, j'ai été à Nouméa, j'ai fait Hong Kong, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Maroc, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait tout le côté New York, Baltimore, tout ça j'ai fait. J'ai fait Los Angeles, San Francisco, San Diego, j'ai fait tout ça aux États-Unis. Il m'a même proposé $1 million pour ouvrir un restaurant là-bas. J'ai dit non. Je ne voulais pas quitter mon père, ma mère et mes enfants pour de l'argent. Pour moi, c'est important. La famille, c'est important. Pour moi, c'est plus important, la famille. J'adore ma famille. J'adore ma famille. J'ai beaucoup d'amour avec mes 14 enfants. Et ils sont adorables avec moi. Et puis la vie, c'est ça. Donc après, je suis rentré. Quand le restaurant il a arrêté, je suis rentré dans une boîte qui faisait de la vente de meubles et tout ça. Et j'étais comme directeur régional, je m'occupais de tout le sud de la France. J'avais 350 personnes sous mes ordres et je dirigeais tout le sud de la France. Quand on se rencontrait à Paris, il y a la réunion des DR, le PDG demandait qui c'est qui a fait des ventes, je vais le doigt, personne d'autre. Combien vous avez fait? 500 000 francs de chiffre d'affaires. Ah bon. Puis les autres ils tiraient la gueule. Puis un beau jour, il m'a dit Martial, je vais fermer tous les trucs du sud, il faut que tu montes sur Paris. J'ai dit non, je ne remonte pas sur Paris. J'ai envoyé 500 lettres après pour trouver du boulot, je ne trouvais pas du boulot. Alors ce que j'ai fait, j'ai hypothéqué ma maison et j'ai acheté un restaurant à Cannes. Et ce restaurant s'appelle? Ça s'appelle le Griardin. Oui. Le Griardin à Cannes. Il se situe à quel endroit? Tony Allard, la rue Tony Allard. Oui. Tony Allard, c'est dans la rue d'Antibes, entre Façonnable et Blanc-Bleu, t'as un qui descend, c'est là que c'est mon restaurant. Et quand ma femme a eu le cancer, je me suis occupé d'elle pendant 6 derniers mois. Je m'occupais de la laver, de la nourrir, de faire les rendez-vous avec les médecins, les prises de sang, tout, je m'occupais comme dans un hôpital. Voilà. Et donc, après, quand elle est morte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de l'argent et j'ai fait le tour du monde. Parce que j'avais même plus de glandes lacrymales, elles étaient vides.
J'avais tellement pleuré pour ma femme que je ne pouvais plus pleurer. C'est bizarre comme truc, hein, de ne plus pouvoir pleurer. J'ai plus de langue. Tellement je pleurais. Tous les soirs je pleurais. Tous les soirs je pleurais sur le destin de ma femme. Une très 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 gentille femme. Très gentille. Adorable. Sa maman, quand je me suis marié, sa maman gagnait 3000 francs par mois. J'ai dit, elle va venir avec nous. J'avais acheté une villa à Limay-Bréval et j'ai pris ma belle-mère pendant 23 ans. J'ai jamais eu une seule discussion avec elle. Jamais. J'ai adoré cette femme. Adoré cette femme. Vous êtes un saint homme, Merci. parce que c'est rare Bien sûr. d'entendre parler du bien de sa belle maman. Oui, bien sûr. Ma belle-mère était une femme très intelligente et avec moi, on n'a jamais été en conflit. Un jour, elle a brûlé la cuisine. Elle a oublié une poêle, ça a brûlé la cuisine. Je la vois prostrée dans le salon. Je dis, qu'est-ce qui se passe, maman? Elle me dit, j'ai oublié, ça fait le feu. Je dis, merci, maman. Grâce à vous, on va avoir une cuisine toute neuve. Je te jure, c'est vrai. Merci, maman, grâce à vous. J'ai voulu la déculpabiliser. C'est très gentil de votre part. Et donc, on a fait toute la cuisine, et même une partie de la salle à manger. Et puis, on a tout refait. Et puis, voilà, après la vie que j'ai eue, j'estime que j'ai eu une belle vie. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose de particulier. Parce que je vous ai rencontré il y a un an, il y a quelques jours, ça fait un an qu'on s'est rencontrés dans le TGV. On revenait tous les deux d'un mariage qui était à Paris. Vous vous rappelez où ça se trouvait? Quoi? Le mariage. On était dans deux salles différentes, côte à côte. Et c'était pour un mariage. Mais je ne me rappelle plus l'arrondissement de Paris. De Paris. Ouais. Paris, c'était le 8e arrondissement. C'était totalement. Des Champs-Élysées. Voilà. C'est là que j'habitais. Après, quand je me suis marié, j'ai acheté une villa à Limay-Bréval. Là où j'ai vécu à Limay-Bréval. Et donc, comment on appelle ça là, dans notre discussion, parce que bon, on a discuté pendant quelques heures quand même dans le TGV, vous m'avez parlé de votre baraka qui vous a suivi tout le long de votre vie. Oui. Est-ce qu'on peut commencer par le début? À quel moment vous vous êtes dit, là, j'ai une chance hors du commun? Quand je reçois une balle de revolver en plein cœur ici, C'était en quelle année? c'était en 52-53. Vous aviez quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans. Une balle en plein cœur. Ouais. Pourquoi vous avez reçu une balle en plein cœur? C'est pas anodin. C'est un arabe. Un arabe qui était en train de voler, il m'a vu, et comme j'avais un blouson de cuir, il m'a pris pour un policier. Et il m'a tiré dessus. Donc, je vais à l'hôpital, le médecin me dit, quelle chance vous êtes, quelle chose. La balle a fait ça. Ah d'accord, oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis sur un bateau, parce que je suis officier mécanicien de marine marchande. Je suis dans la mer, le cap de Bonne-Espérance, où il y a les deux mers, là. Un ouragan. L'eau passait par les cheminées, toutes les embarcations pétaient, tout. Moi, j'étais au commande du bateau. Quand il sortait son cul, j'arrêtais. Quand il remettait, je remettais. Pendant 48 heures, j'ai mangé que des sandwichs, parce qu'on ne pouvait pas... Et j'ai pissé sur place, je ne pouvais pas bouger du bateau. Et donc voilà, j'ai dirigé le bateau. Quand on est sorti de là, le commandant m'a dit, on a eu une chance énorme, parce qu'on devait couler. On devait couler. Après, je suis dans un autre bateau, dans la mer du Nord. Un ferry nous rentre dedans, il nous fait une brèche de 7 mètres sur 12 cm. 1200 tonnes d'eau dans les machines. Je suis dans les machines. Quand je vois le choc, quand je vois l'eau, je monte à toute vitesse. Parce qu'à l'époque, je ne pesais que 54 kg. J'étais très véloce, très rapide. Je sors de là, mes 3 copains ont été noyés. J'étais dans la chaufferie, mes 3 copains sont morts noyés. Quand j'arrive, mon père, j'explique tout ça, mon mère me dit, tu quittes la marine tout de suite. Je ne veux plus entendre de marine pour toi. Ça suffit. Donc je quitte la marine et il me fait rentrer dans la restauration. Voilà un peu ma vie de truc. J'abrège un peu parce que... Non, vous abrégez pas. Je voudrais que vous racontiez cette période douloureuse de la guerre d'Algérie. Vous m'en aviez parlé dans... Bon, alors en Algérie, je faisais la guerre.
Et on était à la frontière, on était en patrouille, 6 bonhommes, on était sur des hauteurs, et on voit passer une troupe de Félada en mode militaire qui passe. Une deuxième fois, il passe. Une troisième fois, un copain, il fait tomber une pierre, et il nous voit. Il tire, il tue mes 5 copains. Il y en a un qui tombe sur moi, je fais le mort. Ils m'ont pris mon arme, je n'ai pas bougé, je suis resté, j'ai fait le mort. Quand je suis sorti de là, je suis toujours. Les 3 copains, 5 copains morts, moi de mon vivant. Ça, j'ai une baraka, mais c'est pas possible. Je suis en voiture avec mon père sur la nationale, qui va de Fontainebleau. À l'époque, c'était une 3 voies, maintenant, c'est fini. J'arrive, il y a une voiture qui vient en face, pas de problème, je passe, et je vois qu'ils foncent sur moi. Quand je vois qu'ils foncent sur moi, j'accélère pour qu'ils me prennent sur le côté, pour pas qu'ils me prennent de face. Parce qu'ils me prennent de face, c'était 300 km/h, on était en bouillie. Lui, il est mort, le chauffeur en face, il est mort. Et donc, moi, la voiture qui roule, on me retrouve à 90 mètres de ma voiture, je me relève, je n'ai pas une négative. Ah oui. Voilà. Ça, c'est la chance. C'est la chance. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Hein. La chance pour la vie, la chance pour les affaires. Oui, bien sûr. Et donc, avec mes enfants, comment dirais-je, j'ai beaucoup de joie d'être avec mes enfants parce qu'ils sont adorables avec moi. J'ai une fille qui, chaque fois qu'ils me voit, tiens papa, tiens papa, tiens papa, tiens papa. Elle me donne des 300 € à chaque fois. Elle est riche. Dites-moi, au moment de cet accident-là, vous aviez quel âge en voiture? Vous vous rappelez? 22 ans. 22 ans? Vous étiez encore célibataire ou fiancé? Célibataire. Célibataire. Comment ont réagi les parents? J'ai 18 ans. 18 ans. J'ai 18 ans. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas la ceinture. Quand j'ai évité la voiture, il m'a touché sur le côté, mais ça nous a fait rouler. Ça nous a fait rouler. Et je suis éjecté, je ne sais pas par où je suis passé. Je ne sais pas par où je suis passé. Je suis éjecté à 90 mètres de ma voiture, je me relève, je n'ai pas une égratignure. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est la chance. Et les parents, ils ont réagi comment? Mon père, il a été scalpé, le pauvre. Il a été scalpé, le pauvre. C'est une expression, bien sûr. Il a perdu un peu. Ah d'accord, ah oui, d'accord, il a perdu un petit peu de cheveux. Oui. Ah, il était avec vous. Il était avec moi. Et lui, il n'a rien aussi. Non, il n'a rien eu. Parce que j'ai évité le choc. Un choc frontal, tout le monde meurt. J'ai pris un choc, il était sur ma portière, il était pas sur ma portière. Donc il me prend, et je tourne, on a tourné. Eux, ils sont restés dans la voiture. Moi, j'ai éjecté. Eux, ils sont restés dans la voiture, et moi, j'ai éjecté. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai pas cherché. Je me suis retrouvé à 90 mètres. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, ma belle-mère, que je n'ai jamais aimée, c'était la deuxième femme de mon père, elle était poivrotte, elle se saoulait tous les jours. Elle ne faisait jamais le ménage. Le matin, elle se levait, cigarette, un peu de papier journal, un peu les mots croisés ou n'importe quoi. Elle allait faire ses courses tous les jours. Elle revenait, elle faisait à manger. Je ne l'ai jamais vu prendre un chiffon ou un balai ou n'importe quoi. Jamais. Jamais. Elle avait une bonne peut-être? Non, même pas. Même pas. Un jour, mon père il a pris une bonne, elle l'a renvoyée. Et je peux dire quelque chose. La propreté dans le lit de mon père, elle n'était pas là. Oh bien. Et je ne changeais jamais les draps. On s'écarte. On s'éloigne un petit peu. Et donc, voilà. Et donc mon père, quand je voulais parler avec lui, je parlais dehors, pas devant elle. Jamais je parle devant ma belle-mère, jamais. Et le jour où mon père voulait descendre sur la Côte d'Azur, il avait acheté un petit mât, et quand il a acheté un mât, comme il n'avait pas de possibilité de crédit, c'est moi qui ai porté la caution. C'est moi qui ai porté la caution pour qu'il puisse acheter la maison. Donc il a acheté, et donc quand mon père est mort, elle était vivre là-bas à Saint-Raphaël. Et un jour, elle me téléphone, elle me dit, tu sais, ton père, il m'a offert des faux bijoux.
Le type qui était avec ma belle-mère, c'était pas son amant, c'est le type qui était avec elle, il lui a fait croire que c'était des faux bijoux, comme ça il les a pris, pour lui voler les bijoux. D'accord. Et un jour, j'apprends qu'il a acheté la maison devant le notaire, paiement hors la vue. Ce qui veut dire... Le notaire ne vaut pas l'argent. D'accord. Paiement hors la vue. Ça veut dire qu'il a volé. Tu n'as jamais vu Martial comment il était. J'étais déchaîné. Je l'ai dénoncé aux impôts, j'ai dénoncé à la gendarmerie, à la police, à la préfecture. J'ai dénoncé de partout. Les impôts, ils disent on va le marquer. Quand ils ont été, monsieur, les 45 millions que vous avez donnés, vous venez d'où? Montrez-nous. Ben, la maison, il a été obligé de la revendre parce qu'il n'a jamais pu la vendre. Ah, c'est la première fois de ma vie que j'ai dénoncé quelqu'un. La première fois de ma vie. Je ne suis pas un délateur, je dirais du tout. Là, c'est pour la bonne cause. Non, mais parce que, franchement, j'ai vu sur cet escroc que mon père avait chassé. Le jour où il est mort, il a viré. Et tu sais que chez nous, on a une mezouza. Ce que c'est la mezouza, oui. C'est un petit truc où il y a des lectures dedans. Écrasé. Ah bon? Écrasé, pardon. Elle a vécu avec un juif, ma belle-mère, et elle n'a pas respecté même la mezouza. C'est pas possible. Donc voilà, elle a respecté. Un jour, elle me téléphone, j'ai pas d'argent, je lui ai envoyé 100 000 balles, je lui ai envoyé de l'argent. Puis après, j'ai dit, maintenant, elle n'a même pas récupéré la tombe de mon père où il y a des places, elle est dans une fosse commune. Dans une fosse commune. Parce qu'il ne voulait pas payer des transports pour aller jusqu'à Paris, donc il est dans une fosse commune. Moi, j'ai ma place au cimetière de Montparnasse, j'ai ma place avec mon père. Ah d'accord, vous avez déjà réussi. Oui, c'est fait. Et j'ai 77 ans, hein, quand même. Oui, il vous reste encore de très très belles années devant vous. Maintenant, on peut vivre jusqu'à 110 ans, facile. Non, mais vous êtes un sportif. Je sais que vous êtes un sportif. Par timidité ou par pudeur, vous n'en avez pas parlé. Combien de kilomètres par semaine avez-vous fait? Par jour, je fais 12 km. 12 km par jour. Allez dire ça à certains petits jeunes qui dorment jusqu'à 11h du matin. Non, j'ai fait partie d'un groupe juif. J'ai 19 femmes et je suis le seul mec. Vous êtes heureux là? Ah, mais... Alors quand c'est comme ça, il faut draguer personne. Autrement, ça fout le bordel. Moi, je ne drague pas. Et j'ai jamais dragué. Alors c'est Martial. Et quand on fait de la marche, je leur mets des kilomètres dans la vue. C'est-à-dire que je marche, à un moment donné, je m'arrête, j'attends qu'elle vienne, je repars, j'attends qu'elle vienne, je repars, j'attends qu'elle vienne, parce que je ne sais pas marcher doucement. Moi, il faut que je fasse des grands pas et il faut que je bouge. Là, hier, je suis parti de 8h du matin jusqu'à midi, j'ai marché. Et depuis combien d'années vous faites ces 12 km? Oh, ça fait au moins 10 ans. 10 ans que je fais des kilomètres et des kilomètres. Quel a été le déclic pour se dire un jour, tiens, je vais marcher? Il y avait un grand déclic. J'avais des vélos. Je prenais le vélo, je faisais 250 km avec le vélo. Vas-y. Et un jour, j'ai fait un malaise. Je me suis couché sur le capot d'une voiture. J'ai un quart d'heure, je me suis arrêté. Je rentre à Nice, je vois mon copain, le docteur, il me dit, je lui ai expliqué ce qu'il avait pensé. Le vélo, tu le jettes. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la course? Non, tu vas user tes rotules. Fais de la marche, et les derniers 50 mètres, tu peux courir pour oxygéner un peu le corps. C'est ce que je fais. Donc je pars, d'ici jusqu'à un médecin, aller-retour. Ça fait une vingtaine de kilomètres. Une vingtaine de kilomètres. Et en plus, je ne fatigue pas. Ça ne me fatigue pas de faire ces kilomètres, ça me fatigue. Au contraire, vous savez que je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais fumé. Jamais fumé? Jamais vu, jamais fumé. Attendez, voilà, je vais arriver. Vous pouvez continuer de parler, vous pouvez continuer de parler. Voilà. Dites-moi. Je vais vous offrir un... Oui, mais ça, attendez, on n'a pas encore fini parce que j'ai encore d'autres questions pour vous. Pour finir le petit reportage. Vous avez parlé à peine qu'on a voulu vous racheter le restaurant pour quelques millions de dollars. Mais
ça n'est venu comment pour en arriver là, du jour au lendemain? Tout le monde voulait acheter mon restaurant. Tout le monde voulait acheter mon restaurant. Tout le monde. Quand ils voulaient faire un film, ils voulaient même un film dans mon restaurant, parce qu'il était très, très rustique. Vous rentrez, il y avait des tomates, elles sont toutes usées, il fallait caler toutes les tables, parce que les vieilles tomates, c'était magnifique. Et au-dessus du bar, il y avait de la paille et il y avait des tonneaux. C'était adorable comme truc. Et il y avait 3 cercles de trucs, il y avait 72 bougies que j'allumais le soir. Tous les règles d'allumer les bougies, un bon quart d'heure, pour allumer toutes les bougies. C'est joli avec des bougies. Donc, puis j'avais des clients magnifiques. J'ai eu CNN, la Warner Bros, toutes les compagnies américaines qui venaient manger chez moi. Ils me disaient, you making, c'est-à-dire tu fais, tu ne t'occupes pas de nous. Alors je leur faisais des tours de rossini, je leur faisais des bouillabaisse, je leur faisais des couscous, je leur faisais toujours des choses. You are the best. Ils me donnaient la carte bleue, ils ne vérifiaient même pas l'addition. Ça c'était les gens. Un jour je suis à Nouméa, pas Nouméa, je suis à... Dans les îles... dans le Pacifique? Oui, oui, Pacifique. Non, Pacifique. Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, par là, il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a aussi l'Australie. C'est l'Australie. L'Australie. Je suis en Australie. Alors, j'appelle mon copain qui est chef de... Je l'appelle, Martial, how are you? Maybe I open the restaurant. Give me your address, I'm coming. Give me your address. Comprenez l'anglais? Oui. Alors, donne-moi ton adresse, je vais te voir. Donc, j'ai gardé un très bon contact et j'ai reçu des lettres des États-Unis. Votre manger magnifique, vos trucs magnifiques, de félicitations de tous les gens. J'ai reçu plein de lettres des États-Unis pour moi. Ma fille, un jour, elle fait le service, un type, il lui a donné $100 de pourboire. C'était une époque magnifique. Et le drame que j'ai eu, c'est la 3e année, ma femme cancer. Alors là, je reçois une notification des impôts. Je dis rien. Une 2e notification, je dis rien. Une 3e notification. Alors là, je téléphone aux impôts. Je dis voilà, vous n'en avez pas une, je vais en avoir 3 notifications. N'inquiétez pas, je vous passe une dame. Oui, madame, vous êtes méchante avec moi, venez me voir. Je vais la voir, je devais 22 000, plus 8 000 de pénalités. Les pénalités, je vous les enlève. Toutes les pénalités. Et chaque fois que j'allais là-bas, elle me faisait des avantages. La taxe professionnelle, c'était 15 500 €, 250 €. On ne dira pas qui c'est. Donc, 250 € j'ai payé. Non, mais ils sont très gentils avec moi. Je vais finir la truc. Quand vous êtes gentil, correct, vous ramassez beaucoup. La méchanceté n'a pas de place chez moi. J'ai pas un brin de méchanceté. Je suis un gentil, j'ai jamais de problème avec personne. Dans la résidence, tous, bonjour monsieur. Toute la résidence, avec moi, sont impeccables. Voilà. Je crois que j'ai pour parler. Dites-moi, à la fin du reportage, hors caméra, vous me donnerez les coordonnées de cette délicieuse dame qui travaille aux impôts. J'ai des amis qui sont très intéressés pour avoir un petit rabais. Hein? Elle ne travaille plus. Elle ne travaille plus? On va s'arranger quand même. Regardez les impôts ici. J'envoie mon chèque d'impôt, 550 €. Ça va. Je reçois après un chèque de 100 € et un chèque de 10 € des impôts. C'est des crèves, non? Ah bon? Je reprends. Et ils me disent, les impôts, qu'ils se sont trompés, que ce n'est pas 550 €, ils vont me l'abaisser. Donc, les impôts, si vous les respectez bien, ils sont très gentils. Je vous jure qu'ils sont très gentils. Quand je vais les voir, c'est toujours si on ne s'embrasse pas avec les impôts. C'est toujours si on ne s'embrasse pas avec les impôts. Parce que je vais les voir gentiment, vous savez, j'ai des problèmes, ceci, cela. Pas de problème, les gens, pas de problème. Dans la vie, la gentillesse rapporte plus que la méchanceté. Bon, oui.
La gentillesse pour moi, c'est une des qualités numéro un. De respect de l'autre. Respecter l'autre. L'autre, il existe, je dois le respecter. Par contre, s'il me manque, il me trouve. Je ne suis pas une chiffre-molle, attention. J'ai du caractère et tout, mais je respecte beaucoup. Celui qui me manque de respect, là, il me trouve. C'est normal. Voilà. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Ils ont toujours respecté, toujours. Pas de problème. Même les Arabes, hein. Même les Arabes sont corrects avec moi. Même les Arabes. Non, je pense que mon père disait la vie c'est une glace, elle te renvoie ce que tu es. Le mot de mon père. La vie est une glace, elle te renvoie ce que tu es. C'est justement ce que je voulais vous demander pour finir cette entrevue. Vous l'avez dit. Vous pouvez le dire pour nos amis. La vie, juste le répéter, la vie est une glace. La vie est une glace qui vous renvoie ce que vous êtes. Voilà. Mais je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. T'en as appris des choses, hein? Ah oui. Alors maintenant, je vous sers à boire. Allez, qu'est-ce que tu veux boire? Il y a du jus d'orange, il y a du martini, il y a du whisky. Attendez, je veux qu'elle me filme avec vous, quelques secondes. D'accord. Hein? Et tu Attends, calmes bien. attends. N'aie pas peur. Pas peur. Bon ben oui, au moins, et qu'après qu'elle me fasse une photo, que j'ai au moins une photo aussi. Regarde, tu vois? Attends, j'appuie là. Voilà. Bon, après, Appuie. c'est bon. Voilà. Tu nous cadres tous les deux. Ça va, oui. Voilà. Un homme de très grande qualité, de très grande valeur. Merci. Ce fut un plaisir. Bien sûr, Stéphane. Ce fut un plaisir, Marcel, franchement, du fond du cœur. Pour moi, c'était la providence de vous avoir rencontré un jour, un lundi matin, où j'avais un mal de tête, j'avais une gueule de bois terrible, j'avais un cachet, il n'y avait pas d'eau. Vous aviez une bouteille d'eau qui vous était réservée parce que, bon, on ne va pas en dire plus, et vous avez ouvert la bouteille d'eau, vous m'avez offert ce verre d'eau. Mon mal de tête terrible a passé au bout d'une heure, et puis après on a discuté, et puis le courant a passé. Et ce fut, du fond du cœur, un grand plaisir. Voilà, chers auditeurs de Vimeo et de Canal D, notre ami Martial, de Nice, un grand homme. À très bientôt. Voilà. Je vais juste faire une photo, hein, si ça ne vous dérange pas. On fait une photo. Attends. Et après, je vous donne la carte où se trouvera la vidéo. Parce qu'il faudra la mettre en ligne. J'ai mis ça, non. Quelle heure il est? C'est bon, c'est midi moins 20. Ça va? On est dans les temps. Qu'est-ce que tu veux boire? Attends, qu'est-ce que je veux boire? J'ai du whisky, j'ai du cognac, j'ai du... Non, je roule. On va faire simple. De l'eau pétillante, si vous avez J'ai de l'eau. D'accord. Ou de l'eau... Attends, tiens, Bon, chérie. c'est bon. Chérie. Oui. Là, c'est pas grave si tu ne cadres pas les jambes, hein, mais voilà. C'est comme je peux, hein. Voilà. Tu en prends 2-3. Hein, Sur le rouge, hein. Voilà. Non, sur le... sur le, voilà, non, sur la photo, plus sur la 2 ou 3. C'est pas le doigt sur l'objectif. Tu enlèves le doigt. Voilà, le doigt sur l'objectif. Voilà. Après, tu peux te rapprocher un petit peu, tu sais, pour que ça fasse un peu plus près. Voilà. Vas-y, fais encore 2. Tu shootes une fois. Et là, on se regarde. Vous savez à qui vous faites penser? Non. À mon papa. C'est bien. Vous avez le même visage que mon papa. Je vous assure. Je vous vois là de profil, c'est tout mon père. C'est fou. Et si vous étiez... si son âme était entrée en vous, mon père que j'ai perdu, j'avais quand même 14 ans, et lui il est mort à 44 ans. Oh là, c'est génial. Hein? C'est incroyable, je t'assure, tu profites, c'est tout mon père. C'est fou, hein? C'est peut-être pour ça que quand je vous ai vu, c'est comme si j'étais avec mon papa et ça m'a fait... Ça vous dérange pas que si je suis un fils supplémentaire pour vous? Non, pas du tout. À Il charge. n'a que des filles. Hein. Eh ben voilà, je suis votre fils, papa. Quel âge tu as? 54 ans. C'est bien. 54 ans, 55 en janvier. J'ai une fille qui a 50 ans. C'est le bel âge. C'est le bel âge. Moi, 40 ans, j'ai pleuré. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai 40 ans, ça y est, je suis cuit. Non, mais c'était mes plus belles années. Puis après 40 ans, ça... Ça va vite, ça va vite. Ouais, Ça va vite. tout à fait. Tout à fait. Moi, je vais essayer de démonter pour ne pas vous embêter.
Alors, vous sert à boire? Si vous voulez, oui, avec plaisir. Oui, oui. De l'eau pétillante. On va servir de l'eau pétillante.